Bon, bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à notre rencontre. Rachel Gendron, je suis la directrice du collégial. Et Daniel Cinco, directeur des études au Collégial International Sainte-Anne. On utilise les micros parce que vous voyez qu'on est filmé ce soir. Je salue les parents français qui ne peuvent pas être ici. On a quand même 13 étudiants français cette année. Donc, on ne peut pas non plus être live sur Facebook parce que ça leur est un petit peu tard pour eux. Donc, ils vont nous voir en rediffusion un petit peu plus tard pendant la semaine. La soirée, pour vous donner une petite idée, donc, bref, présentation. On va être ici à peu près 45 minutes à 1 heure parce que les enseignants vont se joindre à nous pour se présenter. Par la suite, vous allez vous rendre dans les classes. Donc, vous devriez normalement savoir dans quel programme est votre enfant. Sinon, choisissez le programme qui vous intéresse. Ça va aller quand même. Donc, il y a les locaux. Tous les locaux sont au 3e. Donc, sur cet étage-ci, juste les locaux se suivent. Le 303, c'est le premier, et le 304, 305, c'est le dernier. Vous allez avoir la chance de rencontrer les enseignants des programmes, donc vraiment les enseignants des programmes spécifiques. Par la suite, donc après la rencontre avec les enseignants des programmes, de 20h30 à 21h environ, vous vous rendez au café, donc juste à l'étage en dessous, où est-ce que vous êtes arrivé, pour rencontrer les enseignants de la formation générale. Donc, eux, ce serait trop compliqué, tout présenter, puis ça leur aurait été trop long. Donc, c'est des kiosques, vous pouvez aller les rencontrer, vous pouvez leur parler. Il y a aussi les gens qui sont au niveau de l'orientation scolaire, l'aide aux étudiants, mesures d'aide, sport élite, vie étudiante. Donc, vous allez voir, il y a plusieurs kiosques qui sont en bas. Donc, on vous invite à la fin, justement, d'aller rencontrer des personnes que vous avez des questions, vous êtes intéressés ou que vous désirez en savoir un petit peu plus sur le programme. Et donc, on va aussi vous parler un petit peu du voyage à ce moment-là. C'est bon? Ça vous convient tout le monde? Vous êtes tous ici pour la rencontre des parents au collégial. Oui? C'est bon. Ça arrive régulièrement parce que la rencontre des parents secondaire 5 le même soir. Si votre enfant est en secondaire 5, vous n'êtes pas au bon endroit. C'est bon. Donc, on peut continuer. Un petit vidéo simplement pour vous montrer c'est quoi les images des classes. Donc, c'est un petit résumé des 2 années que vos enfants vont passer. Donc, ça vous donne une idée des étudiants en action avec les images avec leurs enseignants et vraiment ce qui se passe dans nos classes ici. Les enseignants vont vous en parler davantage tout à l'heure. Sainte-Anne, donc, je dois avoir ici des gens qui sont probablement des anciens parents du secondaire. Est-ce que j'ai des gens qui étaient à Sainte-Anne ici avant? Quelques-uns. Est-ce que j'ai des gens qui sont de la Rive-Sud? Rive-Nord? Il y en a moins. On a tout le temps un petit peu moins de la Rive-Nord. Mais il y en a tout le temps quelqu'un. Après ça, la France, on ne lui demandera pas de lever leur main. On va assumer qu'il la lève. Pour nous, ah oui, c'est vrai, mais on a une de France qui est ici. 2, c'est quand même bien. Donc, Sainte-Anne, c'est une grande corporation qui
qui comprend 3 écoles. L'académie qui est à 580 étudiants, le secondaire qui est à 1900 et le collégial qui est à 310. Le collégial va toujours être petit dernier au niveau des nombres parce que ça se veut un collégial d'une taille humaine, donc c'est probablement une des raisons que vous l'avez choisi. On n'avait pas l'ambition de faire justement un collégial de 2000 étudiants. De toute façon, on n'avait pas l'espace, on n'avait même pas. Le choix n'était pas là. Mais l'idée était vraiment d'avoir un collégial préuniversitaire qui était de petit format où est-ce qu'on mettrait une grande emphase sur les relations avec les étudiants. Donc, s'assurer de bien les connaître, que nos enseignants avec nos étudiants aient des relations très proches, des petites classes, avec vraiment un suivi. On se voit un petit peu comme étant, ceux qui connaissent le concept des hôtels boutiques, mais nous, on a décidé qu'on était un cégep boutique. Cégep boutique, c'est dans un emplacement, un super bel emplacement. On peut mettre un petit crochet là-dessus. Une approche personnalisée, on peut mettre un petit crochet là-dessus. Un lieu historique avec une architecture qui se distingue, on peut mettre un autre crochet sur ça. Confortable et chaleureux. Je pense qu'on peut aussi mettre un crochet sur ça. Donc, c'est un nouveau concept qu'on a mis en place, qui est le Cégep Boutique, qui est chez nous. Donc, on a aussi des écoles partenaires, donc 24 en tout pour les 3 écoles et 4 au collégial. Les écoles partenaires au collégial sont justement nos écoles qui sont en France, donc les gens qui sont à Roqueroy, les gens qui sont à Saint-François, les gens qui sont à Saint-Jean, à Besançon et ceux qui sont à Dijon. Donc, c'est nos 4 écoles partenaires pour l'instant. Nos écoles partenaires signifient qu'on fait des projets pédagogiques avec eux, des échanges, et on fait du recrutement aussi. Donc, ils ont beaucoup d'étudiants, comme je vous disais tout à l'heure. Nous avons cette année 13 étudiants en première année, 13 étudiants en deuxième année, qui sont venus vivre ici vraiment l'expérience du collégial au Québec. Avec la corporation, eh bien, on a un plan stratégique qui est pour les 3 écoles, donc pour l'académie, pour le collège et pour le collégial, parce qu'il y a une continuité avec les 3 écoles, ce qui ne signifie pas que si votre enfant n'était pas ici au secondaire, qu'il va être perdu du tout. On s'adapte et on s'assure justement de reprendre où est-ce qu'ils sont, mais dans notre planification, on veut quand même avoir une continuité pour les 3 écoles. Donc, au niveau de la vision, donc, Sainte-Anne sera reconnue comme un modèle d'établissement offrant une pédagogie avant-gardiste qui prépare ses élèves à un monde en constante mutation. C'est à quoi on s'engage et c'est ce qu'on fait. Vous allez le voir, les profs vont vous en parler. Vous allez remarquer justement que la pédagogie ici prend une place extrêmement importante et qu'on veut une pédagogie qui est différente de ce qu'on voit ailleurs. M. Cincoux va vous en parler d'ailleurs davantage tout à l'heure. Donc, nos orientations spécifiques pour 2017 à 2020, augmenter l'attractivité de CISA. CISA, c'est Collégial International Sainte-Anne. Par un rayonnement structuré et efficace, mobiliser le personnel et partager la vision, augmenter les pratiques innovantes afin d'adhérer au modèle du cours de demain, augmenter le nombre d'étudiants qui terminent bilingues au collégial. Donc, c'est spécifique. Nos objectifs spécifiques au collégial sont celles-ci. Donc, et on a des objectifs qui sont pour cette année, axé sur la pédagogie, bien entendu, puisqu'on vous le dit, c'est un volet qui est extrêmement important. Donc, pédagogie active et inclusive, M. Cincoux va vous en parler tout à l'heure, et travailler sur le profil de sortie de l'étudiant. Donc, je ne vais pas vous les lire, mais ce sont justement les caractéristiques des étudiants qu'on s'engage à développer spécifiquement. Bien entendu, on va aussi développer leurs compétences dans les sujets spécifiques, dans les sujets du programme général et sur tous les aspects, mais une attention particulière est placée sur ces objectifs. Peut-être juste ajouter, pour le profil de sortie de l'étudiant, c'est un ajout de plus par rapport à ce que le ministère de l'Éducation demande. Donc, il y a un profil de sortie qui est exigé par le ministère de l'Éducation, mais en 2015, le collégial et en effet, tous les 3 entités de Sainte-Anne se sont mis à réfléchir sur c'est quoi le profil du citoyen de demain. Et en plus de ce que le ministère de l'Éducation demande, nous, on est arrivé avec ces 7 compétences-là qu'on essaie de développer à travers tous nos instances, à travers tous nos programmes, mais c'est à partir du primaire. Donc, ce n'est pas juste le profil qu'on cherche au collégial, mais c'est une préoccupation qui part du primaire au secondaire et qui continue au collégial. Ce qui nous distingue, mais vous avez choisi, en plus d'être un cégep boutique,
Il y a d'autres petits éléments qui nous distinguent aussi. Donc, vous avez probablement choisi ou votre enfant vous a fait choisir ou vous avez eu une grande discussion. On se demande justement combien d'entre vous, c'était vraiment le choix de votre enfant? C'était un choix définitif de votre enfant. Ouh! C'est bon, ça, c'est excellent. Donc, ben, ça arrive que le parent vraiment trouve que c'est une bonne école puis qu'il doit convaincre l'enfant. Ça va aussi, là, quand on a réussi à bien le convaincre. Mais c'est intéressant de voir que la grande majorité, c'est... Combien qui ont dû se faire convaincre? Ah, vous êtes plus gênés, hein, là? Ça va, c'est correct. Donc, c'est certain, bilingue, donc le bilinguisme, vous allez le voir, les enseignants, on s'exprime en anglais et en français, c'est bilingue dans les classes. Il y a des cours qui sont donnés en anglais, des cours qui sont donnés en français, travaux remis dans les deux langues et permis, bien entendu. Le suivi de nos étudiants, on est un petit cégep qui se veut justement un cégep qui prend une attention tout particulière à ses étudiants, à chacun de ses étudiants. Donc, on les connaît personnellement. En général, quand ils terminent, on les connaît tous par leur nom. Même nous, au niveau de la direction, les enseignants, bien entendu, les connaissent déjà tous par leur nom. Donc, c'est un suivi pour s'assurer que le jeune évolue dans un milieu qu'il trouve sécuritaire, enrichissant, puis qu'il se sent bien. Donc, c'est très important pour nous, le bien-être de l'étudiant. Puis, ceux qui ont fait les portes ouvertes, levez donc la main, ceux qui ont fait des portes ouvertes. Si je vous fais bouger un petit peu, ça va vous réveiller. Excellent. Vous avez probablement remarqué aux portes ouvertes comment que nos élèves étaient souriants. C'est une des caractéristiques. Nos élèves sont heureux. Nos étudiants sont heureux. Puis on ne les a pas forcés, on ne les a pas payés. C'était vraiment d'eux-mêmes. Ils étaient même bénévoles. Puis en plus, ils souriaient. Donc, c'est fantastique. Donc, suivi des étudiants, nos approches pédagogiques, plein air, nos cours d'éducation physique qu'on a développés avec vraiment, vous avez vu un petit peu dans la vidéo, pour avoir une approche particulière. C'est vrai qu'on a seulement une salle de conditionnement physique. On a aussi le terrain synthétique, on a d'autres espaces, mais on n'a pas le gymnase, on l'a occasionnellement seulement. Donc, ça nous a obligés à développer des cours qui étaient, à mon avis, que ce qu'il y aurait eu, du basketball, du soccer, puis du volleyball. Ils ont fait tout leur secondaire. On veut les exposer à d'autres choses lorsqu'ils arrivent au collégial. Et le projet de fin d'études qu'on va vous parler un petit peu plus tard. Donc, on suivi, Rachel a mentionné tantôt, on fait un suivi assez serré de nos étudiants, mais ça ne veut pas dire qu'on fait un encadrement très rigide. Au contraire, le suivi se veut un accompagnement des élèves, leur faciliter l'apprentissage, se mettre dans leur peau et trouver la meilleure manière à les accompagner. D'ailleurs, on a dans l'école, dans le collégial, on a 24 enseignants qui sont tous là, qui vont se présenter tantôt, ainsi que les différents services comme Laurence, qui est aide pédagogique individuelle, conseillère en information scolaire, Gabriel Coutu-Parent, qui est orthopédagogue, qui est juste là, Samuel Daigle, qui est responsable de la vie étudiante, qui est juste ici, et Diane Langlois, Diane Langlois qui s'occupe de sport élite, du programme sport élite. Laurence, que j'ai nommé au début. Voilà. Oui, ben vas-y. Ils peuvent vous expliquer qu'est-ce qu'ils font. Oui, bonsoir, chers parents. Moi, c'est Laurence Magnan. Je suis API. Est-ce que ça vous pose API? Aide pédagogique individuelle. Donc, en gros, je réponds à beaucoup de questions dans une journée pour vos jeunes, que ce soit par rapport à leur cheminement scolaire. Donc, en fait, tout ce qui touche leur cheminement. Quels cours doivent-ils prendre? Est-ce qu'ils sont dans le bon programme? Qu'est-ce qui arrive s'ils échouent un cours, par exemple? Évidemment, ils doivent le reprendre, donc on regarde ça ensemble. Ensuite de ça, on va regarder aussi tout ce qui est information scolaire. Ça, c'est un autre volet de mes tâches. Donc, tout ce qui est les formations universitaires qui sont offertes pour les préalables. Est-ce que j'ai les bons cours pour faire tel programme? Est-ce que j'ai une cotère assez haute pour rentrer dans un programme? Bref, il y a mille et une questions auxquelles je réponds à vos jeunes. Et évidemment, je suis là pour les supporter, les aider et à faire du sens dans leur projet. Donc, avec vous un peu plus tard. Bonsoir. Je suis parent, je suis orthopédagogue le collégial, ici à Sainte-Anne. Et je suis là pour les élèves aussi, comme leur pour supporter les élèves qui ont des besoins. Je m'occupe des mesures adaptatives, donc les élèves qui ont des difficultés, ça peut être toutes sortes de difficultés d'apprentissage ou autres.
acheminer dans leur parcours académique. Alors, bonne soirée et à plus tard. Bonsoir, je m'appelle Samuel Degg, je suis conseiller à la vie étudiante au collégial. Du collégial se limite et s'étend jusqu'à la vie étudiante. Je suis responsable autant de veiller sur le bon fonctionnement de l'association étudiante et de ses comités, du sport, dont nos 2 équipes de flag football cette année. Également, les 2 équipes d'impro qui vont également œuvrer dans le réseau intercollégial. Mon rôle premier, c'est d'être là pour les étudiants, d'être un premier filtre pour eux, une ressource qui leur permette de poser des questions, me partager leurs idées, leurs angoisses, puis aussi de venir en aide. Si ce n'est pas moi qui peux le faire, évidemment, je vais leur diriger vers la bonne personne. Mais les étudiants me connaissent comme Sam Siza, puis ils savent où se trouve mon bureau presque dès le premier jour. C'est au café étudiant. Si vous avez des questions par rapport à la vie étudiante, n'hésitez pas de venir me voir un petit peu plus tard dans la soirée. Merci. Bonsoir, je suis Diane Langlois. Moi, je m'occupe des étudiants athlètes et des jeunes artistes de haut niveau reconnus. C'est les jeunes qui sont souvent absents justement pour les entraînements, les compétitions ou les tournages. Et j'ai la chance d'avoir une précieuse collaboration avec tous les professeurs qui sont ici. Si jamais vous avez des questions, je serai disponible au café tantôt pour répondre à vos questions. Bonne soirée. Bonjour, bonjour. Alors, mon nom, c'est Eliane Nantel. Je porte 2 chapeaux collégiales, soit celui de coordonnatrice au recrutement étudiant. Donc, c'est moi qui suis, pas l'année passée, mais les autres années d'avant, qui suis allée dans les écoles de vos enfants pour faire la promotion du collégial. Et je vous invite à leur en parler, mais je vais le faire aussi. S'il y en a qui veulent retourner dans leur école secondaire pour faire la promotion cette année, ils seront les bienvenus à m'accompagner. Et puis, sinon, je suis la gestionnaire des résidences étudiantes, autant celle du 1300 que la 2e résidence sur la 15e avenue. Alors, si vous avez des questions, peut-être que certains en ont plusieurs, mais je serai au café étudiant tout à l'heure à 8h30. Merci. Merci beaucoup. Bon, vous avez vu les images dans la présentation de le début, comme Rachel mentionnait, à part les cours de gym traditionnels, on a plusieurs cours d'éducation physique, comme on profite d'être au bord du fleuve Saint-Laurent, bien sûr. On a des cours de voile, des cours de kayak, randonnée automne et hiver, vous avez vu les images, escalade, planche à pagaie, et on a aussi des cours de danse qui sont offerts aux étudiants qui viennent du Collège Sainte-Anne, qui avaient déjà suivi des cours de danse de haut niveau et qui continuent au collégial avec ce genre de cours. Pour les approches pédagogiques, Rachel a mentionné tantôt, ce qui nous distingue des autres collèges, c'est surtout notre pédagogie active et la pédagogie inclusive. C'est quoi la pédagogie active? C'est, si vous voulez, en bref, c'est mettre tout le temps l'étudiant au centre de son apprentissage. Les enseignants sont là pour les accompagner dans leur apprentissage, mais il faut, chez nous, on a toujours le souci de le mettre au milieu de son apprentissage. On est conscient que c'est eux qui sont là pour apprendre, ce n'est pas les profs, ils connaissent déjà la matière, donc j'espère. Les enseignants sont là pour les accompagner, donc pour les mettre dans des situations qui vont faire en sorte qu'ils puissent développer les compétences qui sont exigées par le programme. Et ça peut être par des études de cas, ça peut être des discussions, ça peut être, vous allez faire un tour, peut-être ceux qui ont fait les portes ouvertes, vous avez visité, vous avez vu nos classes. Ce ne sont pas du tout les classes traditionnelles, un peu comme ici. C'est des classes qui sont plutôt un peu plus actives, si vous voulez, avec des îlots d'apprentissage. On a même bientôt un nouveau local qui s'en vient, qui est le 304, qui va être complètement réaménagé selon les nouvelles approches en pédagogie. La pédagogie inclusive, la CUA, qui est la conception universelle. L'apprentissage, c'est quoi? C'est selon les dernières recherches en neuropsychologie, c'est de créer des environnements flexibles d'apprentissage, si vous voulez, qui s'adaptent à tout type d'apprenant. En fait, si vous voulez, la description très courte, c'est celle-là. Juste un exemple, c'est mettre à disposition des élèves toutes les notes de cours avant le cours
pour ceux qui sont un peu plus insécures, qui ne savent pas où on s'en va, juste avoir accès aux notes de cours avant, en format électronique, ça va les rassurer. Ils vont pouvoir se préparer, peut-être faire des lectures supplémentaires, ce qui va pouvoir les rassurer. Les projets étaient importants ici, c'est notre projet de fin d'études. Donc, lorsque vos enfants vont terminer à leur 4e session, on va leur demander de faire un projet qui peut être sous forme de stage dans un milieu de travail, dans une entreprise. Ici au Canada, à l'extérieur, un petit peu partout dans le monde, on a des jeunes qui sont allés au Pérou, on a qui sont allés en Afrique du Sud, un petit peu partout dans le monde, à vrai dire. Si vous regardez là, tout à l'heure, lorsque vous irez au café, il y a une immense carte du monde avec des points un petit peu partout. C'est les endroits où est-ce que nos étudiants ont été en stage dans les dernières années. Donc, à partir de la 3e session, ils ont un cours qui s'appelle Gestion de projet, où est-ce qu'ils commencent à préparer leur stage. À la 4e session, au lieu d'avoir 15 semaines de cours, ils en ont seulement 10 pour avoir 5 semaines où est-ce qu'ils peuvent vraiment aller dans le milieu de travail et vraiment travailler sur les acquis qu'ils ont eus pendant leurs 2 ans, mais en plus, ça donner une idée du milieu où est-ce qu'ils veulent aller plus tard dans leurs études. Donc, c'est extrêmement formateur parce qu'un jeune, par exemple, un jeune que je suivais qui se demandait s'il voulait être architecte ou designer, a fait un stage dans les 2 entreprises, dans les 2 milieux afin de voir qu'est-ce qui l'intéressait vraiment. Puis, il était vraiment convaincu au début que c'est l'architecture qui l'intéresserait. Finalement, il a fini avec le design. Donc, mais il a eu le temps d'expérimenter avant d'être à l'université, de faire 1 an, 2 ans, se dire que ce n'est pas exactement ça qui l'intéresse. Donc, c'est un petit peu comme dans des decks techniques qu'on le voit, où est-ce qu'on les oblige à faire des stages, mais dans les decks préuniversitaires, ça existe à peu près pas. Donc, nous, c'est un concept qu'on trouve extrêmement important parce qu'on veut les préparer à leurs études universitaires et on veut justement leur donner la chance d'aller sur le terrain. Ils sont en classe depuis qu'ils ont 5 ans. On trouve que rendu à 18-19 ans, c'est le temps de sortir un petit peu de l'école puis aller voir comment que ça se passe dans le vrai monde. Ils reviennent, vous allez voir les témoignages. Nos jeunes, lorsqu'ils reviennent, font un genre d'exposition qui s'appelle les correspondances et ils sont extrêmement allumés, ça c'est définitif, mais sont aussi changés d'avoir été dans un milieu haut, d'être sortis des bancs d'école puis d'avoir vraiment eu la chance d'expérimenter. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Pour qu'on puisse leur permettre d'aller faire des beaux projets et des beaux stages, on a besoin de gens qui sont prêts à les accueillir. Je suis certaine que dans la salle, j'ai des parents ici qui ont des entreprises, qui sont avocats, qui sont médecins, qui sont en communication, qui sont dans le marketing ou dans tous les domaines et que ça vous ferait plaisir d'accueillir un étudiant. Je vois déjà des gens qui me font oui. Donc, si vous faites partie de ces parents-là, que ça leur ferait plaisir d'accueillir des étudiants, tout à l'heure, vous viendrez voir M. Sinkou ou moi, puis on va vous donner notre carte d'affaires. Envoyez-nous un petit courriel pour nous le dire, puis on va vous ajouter dans notre banque. Ça peut être pour cette année, ça peut être pour l'année prochaine, mais c'est toujours très intéressant d'avoir une banque, justement, de gens qu'on sait qui sont prêts à les accueillir, puis on pourra vous envoyer plus d'informations sur qu'est-ce que ça vous engage lorsque vous accueillez un étudiant. Donc, je vais laisser les étudiants. J'ai fait mon stage en chiropratique dans la région des Laurentides pendant 3 semaines. Nous, dans le fond, on est allé en Afrique du Sud pour faire de la conservation d'une réserve qui s'appelle Marataba. A professional internship at St. Anne is to have no boundaries and to explore. L'opportunité de faire des découvertes, de pouvoir expérimenter vraiment ce qu'on aime, ce qui nous passionne. Le stage permet de vivre 1001 aventures. C'est vraiment un petit résumé des stages, mais comme vous voyez, c'est extrêmement varié. C'est ce qui est très enrichissant. Les espaces, vous allez voir un petit peu, la bibliothèque, bien entendu, vous allez avoir une idée des salles de classe. Juste que lorsque vous sortez, il y a le Makerspace, qui est un petit Makerspace pour l'instant, mais peut-être qu'il y en a qui ont vu notre campagne de financement sur un immense Makerspace qui devrait commencer sa construction cette année. Qui va se passer dans la chaufferie, un immense édifice qu'il y a juste en bas. Donc, un Makerspace, c'est vraiment un endroit qui est ouvert à tous les élèves, qui est géré par les étudiants et que l'idée, c'est de leur faire expérimenter et de leur faire vraiment pouvoir découvrir des choses. Ils ont de la réalité virtuelle, de la programmation, de la musique synthèse, il y a même une machine à coudre, il y a toutes sortes de choses dans le local. Donc, il y a des étudiants qui sont en charge, qui montrent à d'autres étudiants. Donc, un étudiant de sciences humaines qui veut apprendre à faire de la programmation peut aller au Makerspace pour justement utiliser l'imprimante 3D, apprendre de d'autres étudiants. C'est un local qui est très dynamique et super intéressant parce qu'il est ouvert à tous les étudiants. Donc, et que c'est géré par des étudiants. Donc, c'est entre eux qui se montrent à fabriquer des choses dans divers domaines d'intérêt.
Donc, le machine biodiesel, justement, a été fait dans le Makerspace. Bien entendu, on a beaucoup d'équipements audiovisuels, notre programme d'ALC. Salle d'entraînement. Donc, si vos jeunes, vous dites, voici, qui ont une période de 2h30, qui n'ont pas de cours, oh mon Dieu, c'est la fin du monde. J'ai un trou de 2h30 dans mon horaire. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, proposez-les d'aller à la salle d'entraînement. C'est une belle activité, ça va les faire sortir un petit peu, puis ils vont revenir encore mieux concentrés. Excellente salle, il y a quelqu'un qui est là de 7h le matin à 6h le soir, donc qui peut même monter des plans d'entraînement, donc est ouvert à tout temps pour nos élèves du collégial. La PIEA, ce qu'on appelle la politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages, c'est un peu mon domaine, c'est mon travail, c'est m'assurer que cette politique est respectée, est appliquée et que nous avons tous les mécanismes en place pour assurer la qualité de nos programmes d'études. Les plans de cours, tous vos enfants ont reçu en début de session les plans de cours pour chacun de leurs cours. Dans le plan de cours, on a les descriptions détaillées, on a les pondérations de cours, on a les compétences à atteindre, les évaluations, les dates d'évaluation en cours de session. Donc, vous avez à peu près tous ces détails-là. Si vous êtes curieux, vous pouvez vous asseoir avec eux, vous pouvez voir à peu près qu'est-ce qu'ils vont faire pendant leur session d'études. Disponibilité des enseignants. Tous nos enseignants ont des heures de disponibilité, soit à l'école, soit en ligne, mais la plupart, dépendamment de leur journée d'enseignement, ils ont plusieurs heures par semaine de bureau où ils peuvent s'asseoir avec les étudiants, ils peuvent travailler ensemble sur des points qu'ils maîtrisent un peu moins ou des aspects qu'ils ont moins compris ou juste peut-être pour aller un peu plus loin. Les évaluations, très important. Je sais que si vous êtes plus habitué avec l'école secondaire, ce n'est pas pareil au collégial. Probablement que demain, c'est la fin de la 3e semaine de cours. Probablement, ils ont eu déjà des petites évaluations. Peut-être qu'ils vous en ont parlé. Donc, on parle de 5 à 10% d'évaluation. Il y a une évaluation de mi-session qui s'en vient pas loin en octobre-novembre. Et il y a toujours une évaluation finale qui, supposément, évalue l'ensemble de la compétence à atteindre dans les cours. La note de passage, on le mentionne souvent, mais je pense que c'est bien de rappeler. Au collégial, la note de passage est 60. Il faut réussir tous les cours du programme pour pouvoir obtenir son diplôme. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir minimum 60% dans chaque cours. Le minimum, ça veut dire que les enfants, les étudiants ont atteint, si vous voulez, le minimum de la compétence attendue dans ce cours-là. Et la cote R, on va en parler un peu plus tard peut-être, ou lors des discussions avec les enseignants, ils pourront vous l'expliquer. C'est la cote, ce qu'on appelle la cote des rendements collégiales, qui est prise en considération par les universités, qui est un des facteurs qui est pris en compte, mais surtout au début pour que le dossier passe aux admissions dans les universités. C'est cette cote de rendement collégial-là qui est considérée, qui est un peu plus compliqué à expliquer. Ça fait, si vous voulez, ça compare les cours avec d'autres collèges, avec la moyenne de groupe. C'est assez compliqué, mais selon le ministère de l'Éducation, c'est la mesure la plus juste à appliquer pour accéder à des études de niveau supérieur. Vous avez peut-être su qu'il y avait une cote R revisée qui est arrivée en place l'année dernière. La cote R, donc l'impact que ça a eu, c'est qu'en général, les étudiants ont une cote R un peu plus élevée. Donc, si vous avez eu d'autres enfants qui étaient au collégial avant, puis que c'est votre deuxième qui fait son collégial, son cégep, vous allez peut-être vous apercevoir justement que votre enfant a une cote R de 29, puis vous dites « Ah, mais mon Dieu, mais il semble que son frère était bien meilleur à l'école, puis il a une cote R de 27. » Ce qui est très possible parce qu'en général, la cote R a été bonifiée. Le nouveau calcul fait que les cotes R sont un peu plus élevées, ce qu'il va falloir faire attention. Les universités vont s'ajuster. Donc, si on disait que pour rentrer en génie biomédical, ça prenait une cote R de 32, ça peut très bien arriver qu'à partir de l'année prochaine, ce soit une cote R de 33 ou 34. Ce qui revient au même, finalement, ne vous inquiétez pas, c'est la même chose parce que tout le monde a monté. Donc, c'est pas sorcier, c'est un calcul. Sur la table ou la nappe rouge à l'arrière, où est-ce que les profs ont, il y a une feuille, justement, qui explique davantage la cote R. Donc, ceux qui veulent en apprendre plus, allez-y. Puis, si vous tapez cote R sur Internet, vous allez voir plein de vidéos qui vont vous l'expliquer. Toujours la politique, à part les plans de cours et tout le reste, on parle aussi de la présence en classe. Juste pour vous dire, chez nous, la présence au cours n'est pas obligatoire, mais elle est souhaitée. La présence et la participation, ça veut dire avoir fait ses lectures, avoir fait ses travaux et être actif en classe. Mais on considère quand même les absences non motivées versus motivées pour les évaluations.
Et juste pour clarifier, qu'est-ce qui est motivé? Qu'est-ce que ça veut dire absence motivée? C'est quand il s'agit d'une force majeure. Force majeure, ça veut dire accident, maladie grave, ainsi de suite, où il va falloir produire un billet du médecin ou quelque chose qui atteste que l'étudiant, au moment où il y a eu une évaluation, était en impossibilité d'être à l'école. Les vacances dans le sud, ça compte pas pour des absences motivées. Le rendez-vous chez le dentiste non plus. Il peut être programmé à l'avance. Les étudiants savent dès maintenant les dates, la plupart des dates de leurs examens. Donc, ils ne peuvent pas arriver le jour de l'examen et dire qu'il y avait un rendez-vous chez le dentiste. Mais je reviens, c'est la notion de force majeure qui est considérée pour les absences. Révision de notes, bien sûr, ça se peut qu'un prof se trompe dans une correction. C'est extrêmement rare que ça arrive. Je pense que c'est jamais, voilà. Mais ça se peut que l'étudiant ait l'impression qu'il y a une injustice. Du moment où la note de l'examen est reçue, l'étudiant il a 5 jours ouvrables pour faire une demande de révision de notes. Il faut remplir un formulaire. Il va payer des frais de 25 $ pour la révision de notes. À ce moment-là, il y aura un autre enseignant, ce n'est pas le même, pour être équitable. Il y aura un autre enseignant avec la même compétence qui va corriger l'examen. Si la note, bien sûr, là, il faut comprendre aussi que la note peut descendre aussi. Elle peut monter, mais elle peut descendre aussi. Si on demande à un autre enseignant de corriger le même examen, il va utiliser les mêmes critères d'évaluation qui ont été appliqués. Il va comparer avec les autres élèves qui ont eu des notes comparables pour voir si les critères ont été appliqués de manière équitable. Ensuite, il y aura un verdict. Mais c'est le droit des étudiants. Le cheminement, Laurence a mentionné un peu plus tôt. Si un cours est échoué, il faut être repris. Ce cours-là, il se peut qu'il ne soit pas offert la session suivante, donc ça veut dire que des fois, l'étudiant doit attendre un peu plus. Des fois, on peut donner des cours en commandite, ça veut dire qu'il peut le faire dans un autre collège qu'il offre à un autre moment pour pouvoir continuer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'étudiant ne pourra pas avoir son diplôme s'il n'a pas réussi tous les cours du programme. Abandon, on va voir tantôt, il y a les dates d'abandon. C'est le droit des élèves d'explorer, si vous voulez, les cours, leur programme. Ils ont, si je ne me trompe pas, jusqu'au 17 septembre, à décider s'ils veulent suivre tous les cours. Et je l'ai dit à la rencontre avec les étudiants, et je vous le dis à vous aussi, des fois, abandonner un cours, ce n'est pas parce que peut-être que vos enfants ont déjà d'autres activités de prévues. Il y en a qui sont des sportifs, il y en a qui ont plein d'activités et que le volume de travail exigé par le collège est trop élevé. Vous allez voir, on va parler un peu plus tard, mais dans la plupart de nos programmes, pour bien réussir les cours, on parle d'environ 45 à 50 heures par semaine dédiées aux études. On parle d'environ 25 à 30 heures de cours en classe, plus 20, peut-être entre 15 et 20 ou des fois 25, dépendant du programme, d'heures de travail individuel pour répondre aux exigences des cours. Si cette charge de travail est trop importante et que les étudiants ont d'autres activités, peut-être à ce moment-là, il faut juste décider de faire son programme sur 3 ans ou sur 2 ans et demi. À ce moment-là, ils peuvent venir rencontrer Laurence, qui est là. Ils vont regarder ensemble le cheminement scolaire. Ils vont faire une planification pour voir comment ils peuvent obtenir leur diplôme dans 2 ans et demi ou 3 ans au lieu de 2 ans. Et c'est très important, et je pense qu'il est important pour vous d'avoir ces discussions ouvertement avec vos enfants, parce que des fois, c'est mieux de prendre un peu plus de temps, bien réussir le programme, garder sa confiance en soi, que d'avoir une charge qui est trop élevée, qui va amener à des échecs, qui vont le mettre en retard dans ses activités et à l'école, et qui pourraient peut-être les décourager de poursuivre leur formation par la suite. La reprise de cours, je l'ai mentionné tantôt. Les dates importantes à retenir, l'abandon de cours, c'est dans une semaine, le 17 septembre. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, si les étudiants n'ont pas annulé des cours, ça va être la photo à partir de laquelle nous, on déclare au ministère que ces étudiants sont inscrits dans ces cours-là. Même s'ils décident d'annuler le cours, disons le 17 septembre, ils vont arrêter de se présenter au cours, mais chez nous, ils vont rester inscrits au cours et à la fin de la session, ils vont avoir un échec. Du moment où ils confirment leur fréquentation au ministère, nous ne pouvons plus retirer ce cours de leur horaire. C'est pour ça qu'il s'agit d'une date importante. C'est jusqu'à ce moment-là,
pour eux de décider. C'est pour ça qu'on fait des évaluations, vous avez vu, entre 5-10%, on fait des mini-évaluations pour leur donner une idée de où ils se situent dans la matière. Ils ont 4 semaines pour discuter avec leurs enseignants, voir s'ils sont peut-être dans le bon programme, s'ils ont des difficultés, s'ils leur manquent des préalables pour ces cours-là. Ensuite, dans le calendrier scolaire, il y a des semaines de récupération du 15 au 19 octobre et du 4 au 8 mars. C'est l'équivalent de la semaine de relâche, si vous voulez. Les examens finaux sont du 14 au 21 décembre et du 15 au 24 mai. Donc, si vous prévoyez prendre des vacances, n'achetez pas le billet avant le 21 décembre ou le soir, après 18 heures. Donc, si votre vol est après 18 heures, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas d'examen en soirée, mais il est fort probable que le jour, il y aura des examens. Et comme j'ai mentionné tantôt, ce n'est pas une raison valable. Début de la 2e session, elle est prévue pour le 21 janvier. C'est quoi en DEC? Juste pour faire peut-être un passage du secondaire au collégial. Chez nous, le DEC, tous les DEC sont des programmes préuniversitaires. Chaque session est étalée sur 15 semaines et sur 2 ans. En plus de réussir tous les cours du programme, afin de pouvoir avoir son diplôme d'études collégiales, il faut aussi réussir ce qu'on appelle l'épreuve uniforme de langue. C'est l'examen de français du ministère, si vous voulez. Et il faut réussir également ce qu'on appelle l'épreuve synthèse de programme qui peut prendre différentes formes. Ça peut être le projet de fin d'études, ça peut être la réussite d'un bloc de cours en particulier, et ainsi de suite. Donc, il faut réussir ces 2 épreuves-là en plus de tous les cours. La première session. Moi, je le dis souvent, et on va parler tantôt du rôle des parents. Imaginez que vos étudiants commencent un nouvel emploi en ce moment. Si vous voulez regarder un peu votre réalité, pour eux, c'est comme passer à un autre niveau complètement dans un environnement qui est complètement différent, avec des exigences qui sont complètement différentes. Et cette première session est très importante parce que c'est la session pendant laquelle ils vont mettre les bases de tout le reste de ce qu'ils vont bâtir dans les prochaines sessions. Et ensuite, pour les études universitaires. C'est vraiment, si vous voulez, si on compare avec une maison, c'est la fondation. En ce moment, ils sont en train de mettre la fondation de tout ce qu'ils vont bâtir par la suite. Donc, c'est la session qui est la plus importante. Et aussi, on parle du passage du secondaire vers le collégial. Il y a des étudiants qui s'en sortent bien au secondaire parce qu'ils ont, ce qu'on dit, ils ont une sorte d'intelligence naturelle et tout va vite, tout c'est facile. Au collégial, ça marche, mais pas tant que ça. Il y a des cours où il faut faire un peu plus d'efforts. Il y a des cours où même si on a l'impression d'avoir compris rapidement les concepts, il faut quand même faire des activités pour bien approfondir ces concepts-là. Et ça, ils doivent l'apprendre. J'imagine que les profs l'ont expliqué assez bien, mais ils doivent apprendre ça assez rapidement. Et vous avez un rôle à jouer. On va parler un peu plus tard. La pondération des cours. J'ai parlé tantôt un peu du volume de travail pour les étudiants. Juste l'expliquer, qu'est-ce que ça veut dire. Ici, vous avez un horaire type, si vous voulez, de première session. Et dans l'horaire, dans le plan de cours, vous avez quelques indicateurs. Ici, c'est le nombre d'heures de théorie, si vous voulez. Ici, c'est les travaux pratiques ou le lab. Et ici, c'est le travail individuel. Donc, vous voyez, ici, on a un cours qui est en classe qui se donne sur 4 heures. Donc, 3 heures théorie, 1 heure de lab. Et pour chaque semaine, pour bien réussir, ils devront travailler à la maison 3 heures. Si on fait le calcul pour chaque session, disons un programme typique, ils vont avoir à peu près 28 à 30 heures, plus une vingtaine d'heures de travail à la maison. Imaginez, nous, on travaille à peu près 40 heures par semaine, eux, ils ont 45 à 50. C'est important à retenir. Et si vous les voyez faire plein d'autres activités ou procrastiner devant la télé ou jouer à des jeux vidéo, ainsi de suite, peut-être il serait bien de leur poser la question s'ils ont fait leurs 20-30 heures qui étaient exigées. Et ici, on ne parle pas que des fois, ça peut être des lectures, des fois, ils doivent visionner des films, des fois, ils doivent, je ne sais pas, produire, faire des petits projets, faire des recherches sur un sujet quelconque, ainsi de suite. Mais il y aura quand même du travail, et ça, ces heures-là de travail sont exigées pendant toute la période où ils sont à l'école. Donc, pendant les 15 semaines, c'est à peu près ce qu'ils doivent mettre pour ces cours-là.
En plus des cours de la formation spécifique, donc dans chaque programme, il y a un certain nombre de cours qui sont spécifiques au programme, qui préparent à un certain type de programme préuniversitaire. En plus de ces cours-là, il y a ce qu'on appelle les cours de la formation générale. Ce bloc de cours, il est dans tous les programmes DEC au Québec, dans tout, que ce soit programme technique, que ce soit programme préuniversitaire. Chez nous, vous les trouvez dans tous les programmes. Vous avez 4 cours de français, littérature, 3 cours de philosophie, 2 cours d'anglais, 1 ou 2 cours complémentaires dépendamment du programme et 3 cours d'éducation physique. Les cours d'éducation physique, on l'a mentionné tantôt, il y a plusieurs types. Il y a le premier qui est le cours, ce qu'on appelle régulier, où il y a un peu plus de théorie, qui est peut-être le cours plate, excusez-moi. Les profs plates pour les élèves parce qu'il y a moins d'activités, mais il y a plus de concepts sur, par exemple, la notion de nutrition, comment bien se nourrir, qu'est-ce que ça veut dire faire du sport, quel est le rythme cardiaque, comment calculer le taux de gras. Il y a plein de notions. Ils doivent apprendre tout ça. Si vous voulez, c'est les notions de vivre en vie saine. On a des cours semi-intensifs qui se donnent sur plusieurs semaines, mais c'est des activités à l'extérieur. Et il y a des cours intensifs qui se donnent sur 1 ou 2 fins de semaine. Simplement une liste de bourses, des prix des bourses qui peuvent, vos enfants peuvent vouloir qu'on offre. Il y en a plus que ça, c'est simplement une liste que vous pouvez voir. En général, c'est pour les étudiants qui sont en 2e année, mais c'est ceux qui ont été accordés dans les dernières années pour ici ou pour des universités à l'extérieur. Vous avez probablement entendu parler du voyage. Est-ce que tout le monde a entendu parler du voyage? Levez la main, ceux qui ont entendu parler du voyage. Il y en a qui n'ont pas entendu parler du voyage. Bon, si vous n'avez pas entendu parler, il n'est jamais trop tard. On a un cours voyage qui est organisé pour la 2e année, donc pour les étudiants qui sont en première année seulement, donc vos jeunes, qui peuvent se rendre en Grèce et en Italie du 3 au 17 janvier. Et lorsqu'ils font ce cours-là, ça équivaut à 2 cours. Donc, ça leur donne un cours complémentaire qui est création multimédia, plus leur cours de philosophie de la 2e session. Donc, un grand avantage, c'est que, ils s'en vont en Italie et en Grèce. En partant, c'est déjà bien. Ils font leur cours sur place, quoi de mieux qu'aller étudier les philosophes en et par la suite, lorsqu'ils arrivent à leur 2e session, ça leur fait 1 ou 2 cours de moins, dépendamment sont dans quel programme. Donc, ça allège leur session en même temps. Donc, c'est un gros avantage. La 2e session est très chargée. C'est une session, vous allez le voir, la première est chargée, mais la 2e est la plus chargée des 4 sessions. Donc, c'est une bonne façon de leur faire voir du pays, de leur faire vivre une expérience et de leur faire prendre des cours. Si vous voulez plus d'informations sur le voyage, il y a un kiosque tout à l'heure, M. Tétrault, qui est en arrière ici, va justement être dans les kiosques avec la fiche à côté, ceux qui veulent avoir des informations. Dépêchez-vous, c'est vraiment, on est en plein dans les inscriptions, donc ça se règle cette semaine. Fondation. Vous avez sûrement entendu parler de la Fondation Sainte-Anne. Plusieurs choses. La Fondation, premièrement, ça nous permet de donner pour environ 250 000 $ de bourses par année à des étudiants qui ne pourraient pas être ici. Donc, les bourses sont données pour le primaire, secondaire et le collégial, donc des bourses d'aide financière. C'est la première raison d'aide de la Fondation. Une autre raison d'aide de la Fondation, bien entendu, c'est de nous aider à financer des projets. Je vous ai parlé du Makerspace tout à l'heure. Faire un Makerspace, c'est un énorme projet. Donc, c'est une des parties que la Fondation finance. C'est un des projets que la Fondation finance. La Fondation aussi finance nos projets qu'on appelle d'innovation pédagogique. Et j'ai demandé à M. Werkenski, qui a eu la chance d'avoir une bourse de la Fondation cette année et l'année dernière, qui nous parle de son projet de cette année. Bonsoir. Donc, je suis enseignant de je suis enseignant de sciences, puis je vais vous parler un peu plus tard du projet de biodiesel qu'on a, mais dans le cadre du projet du biodiesel, l'année dernière, j'ai demandé une bourse d'innovation pour construire un photobioréacteur. Donc, l'idée, c'est un bioréacteur où on ferait pousser des algues en quantité industrielle, donc on parle de milliers de litres d'algues, pour en extraire l'huile, pour faire du biocarburant, pour mettre dans l'autobus de l'école. Donc, ça, c'est une idée de César. Donc, on m'a octroyé, je dis le montant, 5 000 $ pour pouvoir construire. Puis là, c'est des étudiants parascolaires, dans le fond, qui participent avec moi à, puis justement, lors du dîner, on a fait du remue-ménage à construire l'appareil. Merci.
Merci. Donc, la Fondation, bien entendu, pour ramasser des fonds, nous avons des activités, des levées de fonds. La première, la rentrée, qui va se passer cette année à la Banque nationale, dans une salle très exclusive de la Banque nationale, où est-ce qu'il y a un traiteur qui est là. Donc, c'est une superbe soirée. Vous avez probablement reçu, avez-vous reçu le courriel? Vous avez reçu le courriel aujourd'hui? Ah, bon, vous avez reçu le courriel des informations justement pour le grand dîner de la Fondation. Et il y a aussi le trekking et tous les fonds qui sont donnés au trekking vont directement à des projets d'innovation pour les enseignants du primaire, secondaire et collégial. Et c'est vraiment réparti. Donc, les enseignants doivent soumettre leur projet comme un projet de recherche ou est-ce qu'ils vont après ça demander une bourse pour pouvoir financer leur projet. La vie étudiante, eh bien, il y a plein d'activités qui se passent. Sam vous en a parlé un petit peu tout à l'heure rapidement. Je veux encourager vos jeunes à s'impliquer. Parce qu'un des avantages d'une petite école, c'est qu'il y a beaucoup de comités et qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, un jeune qui veut s'impliquer, c'est certain qu'il y a de la place. Il y a des comités pour tout le monde. Si le comité n'existe pas, l'étudiant va voir Sam et on va le créer. On va les inventer s'il faut. Parce que c'est justement la vie étudiante ici, elle est très riche, donc c'est un petit milieu, les étudiants se connaissent tous, ils s'impliquent dans l'école, vous allez les voir, vous avez vu aux portes ouvertes, comment on avait plus que 60 jeunes qui étaient ici, c'est ce qui fait la force. Donc, c'est pas un endroit où est-ce qu'ils sont impersonnels, c'est vraiment un endroit, on veut que le cégep leur appartient. Donc, la meilleure façon aussi, si votre jeune vous dit jusqu'à maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas encore rencontré, je ne connais pas vraiment personne, dites-lui d'aller voir Sam pour qu'il puisse justement s'impliquer. Il y a des activités pour tout le monde. Et c'est la meilleure manière d'avoir une vie. Vous vous rappelez, le cégep, vous vous rappelez de quoi de votre cégep? Des activités, c'est ça. Donc, c'est la même chose. Donc, ils vont se rappeler surtout des activités et du social et de leurs profs fantastiques, ça, je suis certaine aussi. Bon. Maintenant, le collégial n'est pas juste un lieu d'apprentissage de différentes matières qui préparent à l'université, mais c'est aussi, si vous voulez, le passage vers la vie adulte de vos jeunes. Et c'est sûr qu'il y en a parmi, on sait qu'on a toujours plusieurs étudiants qui travaillent, donc il y en a peut-être parmi vos enfants qui veulent travailler. Nous, ce qu'on suggère, c'est de ne pas travailler plus que 15 heures par semaine. J'ai mentionné tantôt à peu près le volume de travail. Imaginez, ils ont déjà 45 à 50 heures par semaine qui devront être dédiées aux études. S'ils ajoutent 15 heures, on est rendu à 60, 65, 70 heures par semaine. Moi, si on me demande, je ne le ferai pas. Je ne veux pas non plus que mes enfants le fassent. C'est à vous de juger. Aussi, peut-être que, comme j'ai mentionné tantôt quand je parlais du cheminement scolaire, peut-être que pour eux, le travail est important et nous, on considère que oui, il est important aussi. S'il y en a qui veulent travailler davantage, peut-être qu'à ce moment-là, ils devront revoir leur cheminement pour passer un peu plus de temps pour leurs études. C'est leur choix. Comme je dis, nous, on recommande au maximum d'à peu près 15 heures par semaine. Sinon, ils risquent de mettre en danger leur réussite scolaire. Le collège est aussi une étape de transition. Et je sais que c'est difficile pour vous, mais c'est très difficile pour eux aussi. Je mentionnais tantôt, ils arrivent du secondaire. Ils étaient quand même rendus en 5e secondaire. Ils étaient habitués à un certain environnement. Ils connaissaient leurs forces. Ils connaissaient les enseignants. Ils savaient comment s'en sortir dans différentes situations. Là, on est au collégial. Et les cours sont pas mal différents et il y a un apprentissage à faire, pas juste la matière à apprendre, mais aussi comment s'en sortir au collégial. Cette première session, c'est quand même un gros changement pour eux. Les critères sont différents. Comme j'ai mentionné, les cours ont commencé du jour numéro 1. La deuxième semaine, ils ont eu déjà des évaluations. Ils n'ont pas cette habitude-là. Et vous avez un rôle à les épauler, à les accompagner dans tout ce passage-là. Tantôt, je mentionnais le fait que vous le considérez comme si c'était un changement d'emploi pour vous. Mais passer à un niveau supérieur, disons, vous passez du poste d'employé à un poste cadre, il y a un gros apprentissage à faire. Pour eux, c'est à peu près la même chose. Il y a un gros apprentissage à faire. Et comme j'ai dit, des fois, il y a des étudiants qui sont très performants au secondaire et qui arrivent au collégial et qui sont un peu démunis. Ils ne savent pas par où s'y prendre parce que les critères sont différents, tout est différent. Et il y en a peut-être qui vont avoir tendance à se replier sur soi et dire que c'est trop dur pour eux et peut-être qu'ils ne sont pas assez bons.
Vous savez, 17, 18 ans, il y a plein de choses qui se passent dans notre tête, mais je pense que même à 40, il y en a plein de choses qui se passent dans notre tête. Et c'est des moments où on a tous besoin d'être épaulés, c'est des moments où on a tous besoin d'être accompagnés. Je pense que c'est bon peut-être de continuer d'être exigeant avec eux, mais aussi de les comprendre. Qu'est-ce qu'ils vivent en ce moment? Qu'est-ce que ça veut dire cette transition pour eux? Et voir comment on peut les épauler. Souvent, si vous voyez votre jeune en train de procrastiner à la maison, peut-être ce n'est pas parce qu'il est devenu paresseux dans 2 mois après les vacances d'été. Peut-être qu'il se sent juste dépassé par les cours, par la matière, et c'est comme un refuge pour eux d'aller faire d'autres choses juste pour mettre de côté ce problème. Si c'est ça la situation, je pense que ça vaut la peine d'avoir des discussions ouvertes pour voir comment on peut les aider. Je l'ai mentionné aux élèves dès le début, il y a toujours quelqu'un à l'école qui peut les aider, peu importe dans quelle situation ils se trouvent. Si c'est des problèmes peut-être dans certaines matières, ils n'ont pas les préalables. Il y en a qui viennent de différentes écoles secondaires, il y a des forces et des faiblesses, il y en a qui viennent de la France, il y a des systèmes d'éducation différents aussi. Il est important de s'ouvrir et de demander de l'aide, comme pour nous les adultes. Quand on est dans un nouvel emploi, si on se sent perdu, je pense que la pire chose, c'est de rester dans notre bureau, penser que tout va se régler de soi. Je pense que pour eux, c'est la même chose. Ils ont besoin de demander de l'aide et je pense que vous êtes ceux qui vous êtes en première ligne, si vous voulez, à leur offrir ce support. Et si vous n'êtes pas équipé, ça se peut que vous soyez, je suis pire, je ne suis pas bon en mathématiques du tout, par exemple. Et je ne serai pas celui qui va épauler mon fils en maths, mais je vais lui dire où aller chercher l'aide. Encouragez-les, demandez de l'aide. Il y a, comme je dis, vous avez plusieurs personnes au collège qui sont qualifiées pour ça et ils ont leurs propres enseignants aussi. Et j'ai eu même, la semaine passée, j'ai vu une étudiante qui était retournée voir son prof du secondaire pour faire du tutorat en mathématiques. Peut-être que ce n'est pas la meilleure idée, étant donné que ce n'est pas les mêmes mathématiques. Peut-être qu'il sera bien de voir le prof qui a plusieurs heures de disponibilité. Il est déjà payé d'être là pour s'asseoir avec votre enfant et travailler sur les faiblesses ou sur les difficultés qu'ils ont dans ces matières-là. Mais c'est à vous de les encourager à aller chercher cette aide-là. Et comme je dis, on est équipé pour ça. Je suis allé un peu dans le rôle des parents. Omnivox et communication. Vous savez, au secondaire, peut-être vous étiez habitué de discuter tout le temps avec les profs, avec la direction. Au collégial, c'est pour ça qu'on parle vers l'autonomie. Au collégial, on essaie de ne pas faire ça. C'est sûr que si vos enfants ont déjà 18 ans et plus, même si vous nous demandez des renseignements, on ne peut pas vous les donner. C'est illégal. Il faut passer par vos étudiants. Nous, ce qu'on vous encourage, c'est d'utiliser la plateforme. Ils ont tous accès à cette plateforme qui s'appelle Omnivox. Donc, tout ce que nous avons comme information, ils l'ont aussi. Et vous pouvez l'avoir aussi. Personnellement, avec mon fils, moi, j'avais des moments dans l'année où on s'assoyait ensemble et on regardait comment ça se passe, les matières, voir les cours, comment il s'en sort, les absences aussi, s'il y a des absences, ainsi de suite. Vous pouvez faire ça avec eux. Ils peuvent vous donner leur mot de passe aussi. Si vous voulez être très contrôlant, vous pouvez le faire. Mais vous avez cet accès-là. Mais il ne faut pas s'attendre que si vous nous appelez, on va vous donner toujours les renseignements. Petite précision, comparativement au secondaire, vous n'avez pas accès à Omnivox. Votre enfant a accès à Omnivox. Si vous voulez aller sur Omnivox, vous avez besoin de votre enfant. Donc, rien que pour pas que vous appelez, pas pour avoir un code, il n'y a pas de code qui est donné aux parents. C'est impossible. Ça n'existe même pas dans le système, comparativement au portail pour ceux qui étaient à Sainte-Anne ou dans d'autres écoles. Et comme j'ai dit, vous avez accès à tout aussi. Jamais on va s'asseoir ensemble avec votre enfant et vous, devant moi, je vais aller exactement sur la même plateforme et je vais chercher les informations sur la même plateforme. Donc, vous pouvez avoir accès avec lui aux mêmes informations que nous et vous pouvez discuter ouvertement. Et comme je dis, il ne faut pas non plus, comme je dis, le passage est dur et des fois, ça peut-être que dans certaines évaluations, ça va moins bien que l'étudiant s'attendrait. Ce n'est pas la fin du monde et je pense qu'il est important de lui dire que ce n'est pas la fin du monde. La note, elle veut juste dire qu'il n'est pas encore rendu au niveau qu'il était attendu. Mais donc, on a un problème, il va falloir trouver des solutions. Nous, on est là pour fournir les solutions, pour les accompagner. Vous êtes là aussi pour faire la même chose. Et je pense qu'on est tous, nous, on vous voit, les parents, comme des partenaires dans l'apprentissage de vos enfants. On est tous part de cet apprentissage.
Porte ouverte, si vous voulez inviter vos amis à venir, on vous invite, puis invitez vos amis. Donc, 10 novembre, puis encouragez vos jeunes à participer à la porte ouverte. On adore ça. Donc, avant de terminer, donc, petit message pour faire un petit... Le message de M. Cincoux par rapport à la communication avec l'école. On vous rencontre aujourd'hui. On est super heureux de vous voir. On va probablement vous revoir à la graduation. Donc, d'ici là, on vous souhaite un beau 2 ans. On va s'occuper de vos enfants. Puis, normalement, il n'y a pas beaucoup de vous autres. Venez nous voir, venez nous dire bonjour, ça nous fait plaisir. Mais il n'y aura pas beaucoup de rencontres parents, direction, enseignants. Attendez-vous pas à ça. On développe l'autonomie. Vous le saviez de toute façon. Vos jeunes vous l'ont dit. Ils sont super contents. Je vais inviter les enseignants, premièrement, de la formation générale à venir rapidement se présenter, vous nommer, vous dites ce que vous enseignez. Ces enseignants-là vont être disponibles tout à l'heure dans les kiosques, donc vous allez pouvoir les revoir, mais au moins que vous puissiez mettre un petit visage sur les gens. Donc, bonjour, moi je m'appelle Thomas Mengui, j'enseigne la littérature ici à Sainte-Anne depuis 3 ans maintenant. Bonjour, mon nom est Yvan Tétrault, j'enseigne la philo ici à Sainte-Anne. Je vous invite à venir me voir tout à l'heure à propos du cours voyage. Geneviève Dick, nouvellement embauchée pour enseigner la philosophie. Bonsoir, je m'appelle Ariane Crépeauceau et j'enseigne l'éducation physique. Je m'appelle Amélie Paquette et j'enseigne la littérature. Good evening, I'm Professor Marnella and I teach English levels 3 and 4. Bonsoir, mon nom est Judith Bessette et je suis enseignante de français. Bonsoir, mon nom est Mathieu Gauthier, je suis professeur de philosophie. Good evening, everybody. My name is John Kluche, and I'm a physical education professor as well. bonsoir, mon nom, non. Merci. Donc, on va demander aux enseignants du programme de arts, lettres et communication. Merci aux enseignants de la formation générale. Vous pouvez vous rendre en bas, aller prendre un café ou... Bonjour, je m'appelle Martin Ouellette, j'enseigne les communications. Marc-André Barcelou, arts, lettres et communication. Bonsoir, moi je porte 2 chapeaux. Mon nom est Hélène Rompré. Je suis à la fois professeure d'histoire et professeure de communication. Donc, j'enseigne à vos enfants en sciences humaines ainsi qu'en arts, lettres et communication. Merci. Donc, on va inviter les enseignants de sciences humaines. Bonsoir, Émilie Chao, enseignante des cours d'introduction à la psychologie, sociologie et les méthodes de recherche en sciences humaines. Alors, encore une fois, si on vous a parlé de Pharaon cette semaine, c'est de ma faute. Good evening, everyone. My name is Marcel Mitrashka, and I teach political science and a little bit of English. Thank you. And he's also a parent. Oh, and I'm also a happy father. My daughter is in the health sciences. Sciences, political sciences, health sciences, very close. Merci. You see our Prime Minister, our Premier, correct? Les enseignants de sciences, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde, mon nom est Florence Morin. Moi, je suis un peu le professeur à tout faire parce que j'enseigne en sciences humaines et en ALC, les maths, la programmation et la gamification. Hi, my name is Lee Zentner. I teach math and physics. Hi everyone, my name is Cash Afshar. I teach physics. Bonsoir, mon nom est Nathalie Patnaud et j'enseigne la biologie. Bonjour. My name is Kim Silkauskis and I teach chemistry. Bonsoir, mon nom est Guylaine Beaupré et j'enseigne la chimie. Bonsoir, mon nom est Jean Caillé, j'enseigne les mathématiques, calcul différentiel à vos enfants cette session-ci. Bonsoir, Yann Wikarski, j'enseigne la physique, mécanique, électricité, magnétisme. Merci beaucoup. Donc, les équipes des 24 enseignants du collégial pour cette année. Maintenant, nous allons, on peut les applaudir, mais vous allez avoir la chance de les revoir.